Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone, actualité. Aux premières news, je me trouve à la Bourse du Travail pour une opération collecte de dons pour Mayotte. Mayotte qui a été dévastée par ce cyclone il y a quelques semaines. Autant vous dire qu'il y a énormément de bras, comme on dit, pour aider afin d'envoyer ces colis. Il faut dire que cette initiative est à mettre à l'action de la première ONG, OMSC, Outre-mer Solidarité Catastrophe, une ONG qui va être désormais à la disposition des régions d'outre-mer. Je vous propose de faire connaissance avec cette nouvelle structure. Vous allez voir, c'est une structure qui pourrait intéresser toutes les régions d'outre-mer dès lors qu'il y aura une catastrophe. Jean-Luc Cyprien étant le président de cette OMSC. Avant de parler de cette opération, Jean-Luc, comment cette idée est venue d'installer cette première ONG Outre-mer? Alors, c'est venu, on dira naturellement, parce qu'on s'est basé sur l'historique. Depuis des années, quasiment chaque année, les territoires ultramarins sont touchés par des phénomènes cycloniques, plus particulièrement la Guadeloupe, la Martinique. Donc ça fait 2 ans, une douzaine de présidents d'associations, on a commencé à travailler. Au départ, on était parti sur le statut associatif. Au fil des rencontres, on a rencontré beaucoup de professionnels et qui nous ont encouragés à aller plus loin. Et donc du coup, nous sommes passés au statut d'ONG pour avoir plus d'impact auprès des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça marche, ça fonctionne. Nous sommes écoutés, nous sommes entendus et on espère vraiment monter en puissance. Mais par contre, il y a quelque chose que je souhaite dire à l'ensemble des présidents d'associations de la communauté. C'est notre ONG. Effectivement, dans tout projet, il y a un certain nombre de personnes qui sont à la base. Mais il s'agit, en tout cas ce projet-là, nous avons besoin de l'ensemble des présidentes d'associations. Donc voilà, donc c'est vraiment un outil qui est là pour nous, pour répondre à ces problématiques qui sont récurrentes dans nos territoires. Et aujourd'hui, on est content. Il y a beaucoup de Mahorais aujourd'hui. Nous allons parler de cette opération-là. Cette ONG, en quelque sorte, peut servir pour la Guadeloupe, Martinique, l'ensemble des territoires d'outre-mer dans le cas d'une catastrophe et faire appel à l'ensemble des ultramarins de l'Hexagone pour venir en aide, solidarité, dons financiers, dons alimentaires et tout le reste. Voilà, tout à fait. Nous, on s'est rendu compte que la problématique, c'était la logistique. Donc du coup, on répond à cette solution en mettant à contribution nos partenaires historiques qui sont AGS Déménagement, Corsair. Et donc aujourd'hui, ça paye. Donc on a mis en place un site internet mais magnifique où on présente concrètement l'ONG. Les dons peuvent se faire aussi en numéraire sur le site. Nous, on a un objectif, c'est que dès lors qu'il y aura un de ces phénomènes sur nos territoires, que dans l'ensemble des télés, qu'on ait OMSC fléché pour faire les dons. Donc, pour installer une ONG, il faut, je suppose, un certain nombre d'agréments. Il faut beaucoup d'agréments, mais il faut surtout de la compétence. Et c'est au sein de l'ONG, nous parlons d'humilité parce que nous avons eu cette idée, en tout cas, de mettre cet outil pour qu'elle soit pérenne, mais on s'entoure de personnes à haut niveau de compétences. Lorsque nous ferons notre conférence de presse, normalement qui est prévue le 20 à l'auditorium de Paris, à ce moment-là, nous allons présenter tous les volets du projet parce qu'il y en a beaucoup. Alors évidemment, baptême de feu pour l'ONG, c'était pas prévu, c'est ce cyclone qui dévaste Mayotte. Et là, l'ONG est là, et d'où cette opération, à travers nos images que les téléspectateurs peuvent voir, beaucoup de cartons, beaucoup de bras pour venir en aide à Mayotte. Alors il a fallu, c'est un peu le rodage de l'ONG. En fait, nous sommes très contents parce qu'en fait, on a bouleversé notre agenda. Nous devions rencontrer normalement le 17, donc hier soir, les associations, on a annulé. Nous avions le 24 janvier une simulation. Ça veut dire qu'on voulait se mettre en situation et donc du coup Mayotte nous met dans la réalité et donc on est en train d'apprendre très très vite
Et on se rend compte surtout de l'intérêt d'un projet comme cela. Donc voilà, on profite en fait de ce qui arrive à Mayotte pour mettre les pieds à l'étrier. Alors, ce départ, le coup d'envoi a été donné il y a quelques jours, mais d'après ce qu'on me disait il y a quelques minutes, ça vient de partout, de très nombreuses collectivités de l'Hexagone. Les gens commencent à savoir qu'il y a une ONG dédiée aux Outre-mer et qui peut assurer l'acheminement. Donc nous en sommes très contents. Nous avons aujourd'hui le représentant du conseil départemental de Mayotte qui est présent avec nous. Nous sommes en passe de signer avec eux une convention. Nous, on était partants pour signer cette convention jusqu'au 3 février. Ils nous ont demandé de prolonger 6 mois. Donc cela veut dire que les gens nous font confiance. Et je suis très content pour l'ensemble de l'équipe de l'ONG qui travaille depuis 2 mois, de l'ensemble des bénévoles qui depuis le 23 février sont sur 23 décembre, sont d'attaque ici à la Bourse du Travail. Et nous allons continuer. Nous allons faire une pause sans doute début février pour préparer les autres conteneurs parce que les dons affluent de partout. Et maintenant, nous faisons un appel au pouvoir public pour nous aider donc à financer ces prochains conteneurs qui vont partir vers Mayotte. Évidemment, beaucoup d'ultramarins, d'ultramarins de l'Hexagone, mais beaucoup de Mahorais qui sont présents aussi à travers cette action. Oui, on est très contents. Et en fait, cette opération de l'humanité nous permet de nous rapprocher aussi parce que Mayotte pour nous c'est loin, il ne faut pas qu'on se le cache. Donc Mayotte pour nous c'est loin, pour les Français c'est loin. Mais à travers cet épisode cyclonique, on se rapproche. Il y a un fameux mot qu'ils disent à Mayotte, c'est le rachiri, donc c'est restons debout. Maintenant on a pris ce mot-là aussi comme leitmotiv et c'est vraiment formidable. Et on appelle les Antillais, les ultramarins à se rapprocher de cette ONG. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, c'est notre outil à nous et il faut qu'elle soit pérenne. Au point de vue organisation, comment ça se présente une ONG au niveau de l'Assemblée? Il y a le président, comment ça se passe? En fait, c'est simple en fait, parce que comme je vous le dis, nous avons commencé sous le statut associatif. Donc, nous avons fait une nouvelle modification pour passer en ONG. Mais là où c'est différent en fait, c'est que nous devons monter en compétences. Nous devons nous entourer de personnes à haut niveau de compétences. Et lorsque nous disons ça, en fait, ce n'est pas pour faire peur aux gens, mais on ne peut pas se lancer dans ce genre de projet et aller petits bras, en fait. Il faut vraiment qu'on s'entoure, il faut que nous soyons humbles, parce que nous n'avons pas toutes les compétences et il faut qu'on s'entoure de personnes à haut niveau de compétences. Merci à vous, Jean-Luc Cyprien. Je rappelle que vous êtes le président de cette nouvelle structure qui est une ONG, je le dis bien, c'est la première du genre en Outre-mer. Alors sachez que ça peut concerner la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, comme on le voit, Nouvelle-Calédonie. Il y a une catastrophe, séisme, cyclone, et bien cette ONG pourra intervenir maintenant depuis l'Hexagone. Bien évidemment, je suppose qu'il faut maintenant transporter tous ces cartons vers des conteneurs et je vais faire appel à Alain Providenti, qui est le directeur commercial d'AGS, qui s'est associé aussi à cette manifestation de solidarité en faveur de Mayotte et on va pouvoir l'interroger, il va nous dire quel tonnage déjà que cette opération a enregistré depuis le début, depuis le 23 décembre. Merci Jean-Luc. Merci. Robert News, je le disais, une émission spéciale sur Mayotte avec cette opération Solidarité Mayotte ici à la Bourse du Travail. Vous le voyez à travers nos images, beaucoup de cartons, beaucoup de dons. C'est vraiment une grosse solidarité. Ça vient d'après des informations prises ici depuis mon arrivée de toutes les collectivités de l'Hexagone. Mais évidemment, pour que ces cartons puissent parvenir jusqu'à Mayotte, il faut des intermédiaires, il faut aller vers les conteneurs, les transporter, d'où la présence d'Alain Providenti, qui est le directeur commercial d'AGS, qui a tenu à être au niveau de cette opération, mais qui joue un rôle ô combien important, n'est-ce pas, Alain? Alors, jouer un rôle important, c'est un bien grand mot. Je suis là surtout en termes de conseils pour pouvoir les aider à optimiser au maximum les envois et en particulier les envois dans les conteneurs. Alors, quand on dit les envois, il faut des camions. Qu'est-ce que AGS a mis à disposition de cette ONG? Alors, AGS a mis à la disposition de l'ONG à titre gratuit un conteneur de 40 PI3, c'est-à-dire en gros l'équivalent de 76 mètres cubes, à destination bien sûr de Mayotte, pour pouvoir récupérer l'ensemble des dons
Donc ce conteneur a été fait samedi dernier. Il a été chargé ici à la Bourse du Travail avec la participation bien sûr de beaucoup de bénévoles, et ça je tiens quand même à le préciser parce que sans bénévoles on n'aurait pas pu faire ce qui a été fait. Et donc voilà, ça c'est le premier conteneur qui part, et AGS, étant donné qu'on est installé à Mayotte, on a répondu présent sans même avoir réfléchi et tiqué. On a dit voilà, ok, on est là aussi pour vous aider, parce que étant donné qu'on est installé à Mayotte, on a notre personnel qui a été impacté, on a beaucoup de monde dans notre entourage qui a été impacté, et c'est normal qu'on renvoie, je dirais, un petit peu l'ascenseur à tous les gens qui nous ont fait confiance jusqu'à maintenant. Évidemment, nous, journalistes, on n'a pas une idée de tout ce qui est volume. Vous qui êtes spécialiste de tout ce qui est volume, est-ce que vous êtes surpris par cet élan de solidarité envers Mayotte ? Alors, je suis surpris, oui, parce que je ne m'attendais pas à autant. J'ai déjà fait certaines opérations, que ce soit sur Haïti ou sur la Guadeloupe. Chaque fois qu'il malheureusement il y a un incident important, AGS a toujours répondu présent, puisque c'est un petit peu dans notre ADN. Il faut savoir que AGS a débuté grâce aux départements et territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, si on a autant d'agences dans le monde, c'est grâce aussi à l'ensemble des ultramarins. Donc ça, on ne l'oublie pas. Après, il y a une chose qui est quand même importante, c'est que les gens, et en particulier le président de cette ONG, ont été très actifs. Très actifs, c'est-à-dire qu'ils ont sollicité du monde, ils ont eu les messages qu'il fallait, ils ont su se regrouper, et à partir de ce moment-là, je ne voyais pas comment on ne pouvait pas avoir autant de succès sur cette opération. Voilà. Merci en tout cas, Alain, pour une entité qui a été certainement aussi surpris par tous ces dégâts causés par ce cyclone. C'est pratiquement du jamais vu sur un département, Alain. On s'attendait, je ne vous cache pas que quand l'ONG a été créée, on a beaucoup plus pensé à la Guadeloupe, à la Martinique, à Mayotte. Mais on n'avait pas pensé du tout à Mayotte. Et Mayotte est arrivé, je dirais, assez vite. Quand j'en discutais avec le président Cyprien, il me dit Alain, voilà, on a créé cette ONG, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit moi au contraire, c'est une très bonne initiative. Pour la bonne et simple raison, c'est que chaque fois qu'il y a eu un incident, j'ai été énormément sollicité avec des associations X qui, pour moi, à mes yeux, n'étaient pas spécialement crédibles. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une ONG qui est crédible, d'accord, avec des gens qui pensent, avec des gens qui apportent un certain sérieux et surtout avec une certaine efficacité. Parce qu'on ne peut pas diriger une ONG si tu n'es pas efficace. Et là, je tiens quand même à remercier le président Cyprien, qui est un ami qui plus est, mais en dehors de ce fait-là, j'ai tout de suite adhéré à ces idées et j'ai apporté aussi ma contribution en donnant certains petits conseils quant aux personnes qui font partie de cette ONG. Parce que je connais depuis 50 ans que je suis dans la communauté, je connais quand même un petit peu les uns et les autres. Je pense que tu sais très bien, Maurice, que je ne suis pas dupe. Des beaux parleurs, il y en a beaucoup, mais des gens efficaces, il y en a peu. Tu fais partie des gens efficaces partout. On te voit souvent au niveau, quand on a besoin, quand la communauté a besoin, tu es toujours là. Merci Alain. Nous avons parlé de cette opération Mayotte, don pour Mayotte, ici à la Bourse du Travail. Une opération qui va se poursuivre encore pendant quelques semaines. Nous sommes toujours ici à la Bourse du Travail pour cette opération Mayotte qui a démarré le 23 décembre. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'activités, beaucoup de bras, beaucoup de cartons. Mais c'est tellement important compte tenu de ces dégâts considérables subis par Mayotte à cause de ce cyclone Chido. On m'a accompagné Siti Maliki, qui est mahoraise, manager humanitaire pour l'océan Indien, qui fait partie de cette ONG Outre-mer Solidarité Catastrophe. Je le disais, c'est une nouvelle structure qui est utilisée pour Mayotte, mais qui sera certainement utile pour les autres régions d'outre-mer. Alors, Siti Maliki, quel est votre rôle à travers cette opération? Je rappelle que vous êtes mahoraise vous-même et
bien évidemment touchés par cette catastrophe. Oui, je suis de Mayotte, je suis moi-même touchée, ma famille est là-bas, donc je me sens vraiment impliquée. Voilà, mon rôle au sein de cette ONG, je suis manager humanitaire pour l'océan Indien et dans le cadre de cette action pour Mayotte, je représente donc Mayotte et chef de la délégation de cette aide humanitaire qui va partir à Mayotte. Alors évidemment, on le voit, je le disais, beaucoup de monde, beaucoup d'activités ici depuis le 23 décembre. On peut dire que l'objectif est presque atteint par cette ONG. En tout cas, l'objectif, elle est là, elle est visible, elle est palpable. C'est des cartons, on a beaucoup de cartons qui arrivent. Nous sommes victimes de notre succès. Il y a des collectivités qui arrivent, qui nous donnent, qui nous confient, parce que le problème qui se pose, les défis au niveau de la France, c'est la logistique. Donc nous permettons à ce que tous les Français de toute région puissent venir déposer la collecte ici, que ce soit les collectivités, que ce soit les communes, que ce soit les mairies, que ce soit les écoles et aussi les individus, les particuliers, mais aussi toutes les associations mahoraises qui sont impactées, qui ont leur famille là-bas. Donc ils se sont vraiment liés pour venir ici. Aujourd'hui, on a au moins 4 associations d'Orléans, de Rouen qui va venir, d'Angers, qui sont venus avec beaucoup de leurs camions. Ils sont venus avec des collectes. Alors évidemment, cette opération va se poursuivre encore pendant quelques jours. Qu'est-ce qu'il faut quand on dit collecte? Qu'est-ce qu'il faut apporter, Maliki, Siti Maliki? Vous savez, le cyclone Chido, c'était le cyclone le plus meurtrier, le cyclone le plus dévastateur de l'histoire de l'archipel. Donc, toutes les maisons sont, la plupart, 90% des bâtiments ont été ravagés, dont la plupart n'ont pas de toit. Certains, carrément, des habitations précaires sont à terre. Des habitations dures, que ce soit l'hôpital, que ce soit la gendarmerie, l'aéroport, même ma maison est à terre. Donc aujourd'hui, il nous faut tout. On recommence à zéro. Donc déjà les besoins de première nécessité, ça veut dire c'est quoi? C'est les denrées alimentaires non périssables, des fournitures scolaires parce qu'il y a les écoles, les enfants, jusqu'à maintenant la rentrée scolaire n'a pas été prise. Il y a aussi tout ce qui est les soins, du matériel médical, tout ce qui est aussi des soins d'hygiène pour bébés, l'infantile. Il y a aussi des produits d'hygiène pour les femmes. Il y a aussi des soins médicaux, donc, comme par exemple, parce que c'est une île, c'est les moustiques. Donc il nous faut aussi des anti-moustiques, vraiment tout à refaire. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui n'ont pas accès encore à l'électricité. Donc comment ils peuvent se faire à manger? Donc on demande du charbon. On demande des bougies, des ponges, parce que les élèves, il faut qu'ils révisent, parce que pour le moment, ils sont confinés chez eux, ils n'ont pas école. Donc, pour qu'ils puissent réviser, ils ont besoin des lampes, de torches. Est-ce que l'ONG a pris toutes les assurances pour que cette collecte, ces denrées puissent aller directement vers les Mahorais, vers toutes ces personnes qui ont tant besoin? Oui, alors pour permettre en fait cette action, donc on est accompagné par nos partenaires. Aujourd'hui, ici à la bourse de collecte, c'est la ville de Saint-Denis qui nous a mis à disposition de l'espace au sein de la bourse de travail pour pouvoir stocker toute cette collecte matérielle qui arrive. Et pour permettre que cette collecte aille à Mayotte, donc on a signé donc avec nos partenaires historiques AGS qui nous a mis à disposition des conteneurs de 40 pieds, dont le premier est déjà parti. Là, on va boucler le deuxième et on se lance sur le troisième. Et aussi avec des compagnies aériennes parce que les conteneurs, ça prend 5 à 6 semaines. Et au niveau aérien, c'est 15 heures de vol. Donc, ou 10 heures, ça dépend des compagnies. Donc et pour permettre justement, une fois que cette collecte arrive là-bas, nous sommes en partenariat par conventionnement avec le conseil départemental qui va réceptionner cette collecte, donc pour permettre la sécurisation et pour permettre une distribution juste et efficace sur l'ensemble du territoire, entièrement pour les habitants de Mayotte, tout confondu. Donc et le conseil départemental, il s'appuie aussi donc, des CCAS et aussi des associations locales, donc, parce que les associations locales jouent un rôle très important dans la vie de la société. C'est vraiment un élément, un pilier pour l'État, pour le gouvernement, et aussi pour les collectivités. Donc ils connaissent là où sont ces personnes, ils savent où aller et ils font du porte-à-porte. Les routes sont très difficiles d'accès, eux sont là, ils font du porte-à-porte. Donc vraiment, je tiens à remercier
cet élan de mobilisation de partout, de toutes les régions de France qui sont là, même aussi au niveau des Antilles, la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie. Ils pensent à nous, la Réunion, donc vraiment on est ensemble. C'est les Outre-mer, c'est l'ONG des Outre-mer. Donc c'est très important. Alors peut-être un contact, parce que pour les personnes qui nous regardent en Guadeloupe, Martinique, en dehors des denrées, peut-être faire des dons aussi financiers, c'est très important. Oui, c'est très important parce que c'est vrai, il n'y a que les océans qui nous séparent. Mais les océans, ça nous rapproche parce qu'on a une culture, nous sommes les Domiens. Donc voilà, vraiment les amis, mes compatriotes guadeloupéens, martiniquais, guyanais, Kanak, venez, Mayotte est là, Mayotte est aussi dans les DOM et aussi vos amis, vos compatriotes. Donc on passe à vous et merci beaucoup. Quel contact pour vous joindre? Il y a un contact mail, téléphone? Il y a un contact mail donc au niveau www.omsc.fr. Donc à travers là, il y a nos boîtes mail qui sont dirigées par manager humanitaire. Pour Mayotte, vous trouvez aussi le contact mail là-dessus. Donc voilà. Alors, semble-t-il que vous êtes intervenu sur les antennes des chaînes de télévision nationales telles que BFM et à partir de ces interventions, vous avez eu un mouvement de solidarité qui vous a rejoint. Oui, c'est vrai que BFM TV nous a contactés, donc on est intervenu, on a parlé de l'ONG, de cette action et aussi en tant que Mahoraise, il était nécessaire aussi d'apporter des éléments, une visibilité, de la transparence. Qu'est-ce qui manque à Mayotte et qu'est-ce qui a été dit ici? Parce que parfois, il y a vraiment un grand écart entre les chiffres qu'on donne ici et ce qui se passe, l'état, la réalité. Parce que moi, je suis en Constance, je suis avec ma famille là-bas, chez ma maman là-bas. Donc, il y a beaucoup, dès les premiers jours, il y a eu des denrées qui sont arrivées, mais les denrées ne sont pas arrivées auprès de la population. Donc, on nous dit que donc l'armée a amené des denrées, mais ils ne sont pas arrivés des bouteilles d'eau. Vous savez, il y a des enfants qui n'ont pas bu d'eau pendant 3 jours. Des femmes qui ont accouché dans les décombres, qui se posent des questions, comment ils vont donner le lait maternel à leurs enfants puisqu'ils n'ont pas bu d'eau depuis 2-3 jours. Donc, c'est vraiment inquiétant. Donc, on nous dit que c'était les derniers kilomètres qui posent problème. Eh bien moi, je veux vous dire une chose. Bien sûr, c'est les derniers kilomètres qui peuvent poser problème. Mais moi, je prends mon exemple, un exemple tout simple. Je suis de Petite Terre, de Pamandzi. L'aéroport est à Pamandzi. J'habite sur la route nationale. Donc, je suis à 15 minutes à pied de l'aéroport de Pamandzi. Donc, qu'on me dise que c'est les derniers kilomètres qui posent problème, mais ma mère me dit elle n'a pas d'eau, elle n'a pas d'électricité. Donc, quand j'ai vu, il y a 2 semaines, les chiffres du ministère de l'Intérieur qui dit que 100% de la population a été raccordée à l'eau, 69,7% à l'électricité, ma mère qui est sur la route nationale, parce que c'est pas comme les routes nationales ici où les habitations sont très éloignées, je suis à pied de la route nationale, à 15 minutes à pied. Elle n'a ni électricité, ni eau. Et j'ai mis 3 semaines pour avoir ma mère au téléphone depuis le passage du cyclone Chido. 3 semaines, j'ai pas eu ma mère. Je l'ai eu le 3 janvier. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des urgences encore. On parle de reconstruction, mais il y a des urgences au quotidien. En matière donc, de connexion, parce qu'il y a aussi des familles qui n'ont pas des nouvelles, qui s'inquiètent. Ici, on s'inquiète, mais là-bas, ils s'inquiètent aussi parce qu'ils n'ont pas des nouvelles de leurs enfants, ne serait-ce que pour leur dire tout va bien. Donc, il était nécessaire aussi que moi, en tant que Mahoraise, que je parle de cette situation. Parce que les chiffres ne reflètent pas la situation. Il y a aussi les morts qu'on nous parle. Aujourd'hui, le bilan qu'on nous donne, on nous dit qu'il y a 39 morts. Au tout début, il y avait 14 morts. Mais ces morts-là qu'on a détectés dans les 10 jours après le passage du cyclone, c'était des morts qui étaient déjà à l'hôpital. Ce n'étaient pas des morts du cyclone Chido. Donc, à Mayotte, selon les chiffres d'INSEE, Mayotte, c'est plus de 321 000 habitants, dont 100 000 en situation irrégulière. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas les chiffres de la réalité. À Mayotte, on sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça grouille beaucoup, il y a beaucoup. Donc quand on parle de la ville qui est à côté de la capitale, la ville de Kaweni, où on voit sur les hauteurs des habitations précaires, des habitations de tôle, cette habitation, elle est vide, il n'y a plus rien, tout est à terre, tout est décimé. Donc on n'entend plus, il y avait beaucoup d'enfants, on imagine plus de 100... Il y a plus de 100 000 personnes qui étaient dedans parce que c'était une ville qui brouillait des femmes, des enfants, des personnes âgées. Aujourd'hui, c'est calme.
On n'entend plus ces enfants, on n'entend plus les femmes, on ne les voit plus. On se demande où sont ces enfants, où sont... Et il n'y a pas que cette ville, parce que Mayotte, c'est 17 communes. Quand cette population arrive, elle va partout où il y a des terres et ils prennent des terres et construisent des habitations précaires, des habitations de luxe. Donc, toutes ces habitations ont été mises à terre. Donc, ces personnes, où sont où? Et on souhaite avoir un bilan consolidé des nombres de morts, des victimes. Ça va être impressionnant. Impressionnant parce qu'on demande de la transparence. On demande, parce que où sont ces personnes? Donc aujourd'hui on nous parle, on pointe Mayotte de l'immigration, mais quand il y a un problème c'est toujours cette immigration. Ok. Voilà, cette édition spéciale Outre-mer News sur Mayotte. Mayotte qui a été, comme vous le savez, dévastée par ce cyclone complètement. Jamais le département d'Outre-mer n'avait été aussi dévasté. On a connu Irma, Saint-Martin, on a connu d'autres cyclones sur les régions d'Outre-mer, mais jamais on a vu autant de dégâts. Avec moi, un représentant du conseil départemental qui est venu ici à la Bourse de Paris, comme je le disais, une collecte qui est organisée, mais véritablement un grand mouvement de solidarité en faveur des Mahorais. Il s'agit de M. Sendou Atoumani, il est conseiller départemental du canton de Ouangani. Alors, M. Atoumani, je suppose que votre présence ici, vous êtes un peu surpris de voir tous ces mouvements, tous ces cartons qui circulent en faveur des sinistrés de Mayotte. D'abord, je voulais remercier l'initiative que cette ONG a prise par rapport aux différents collectes. Je voulais aussi remercier tous les gens qui ont envoyé les dons et remercier toutes les associations qui décident de travailler avec cette ONG par rapport à cette initiative. Moi, en tant qu'élu de Mayotte, conseil départemental, ça m'a beaucoup touché de venir aujourd'hui sur le terrain et voir la réalité des choses. Parce que, en fait, nous, après avoir vécu, on va dire, ces deux cyclones, de l'autre côté, on ne voit pas ce qui se fait et comment tous ces dons arrivent sur le territoire de Mayotte. Au jour d'aujourd'hui, je suis venu sur le terrain. Je vois Siti, Madame Siti, qui est la représentante de l'ONG, le président. Ils ont beaucoup insisté parce qu'eux, ils ont décidé d'envoyer directement ces dons au département de Mayotte. Donc, notre présence aujourd'hui ici était importante pour venir voir ce que nos concitoyens des Outre-mer font. On le voit ici, c'est eux-mêmes qui font le carton. Je remercie tous les partenaires qui ont aussi soutenu leur ONG, ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce que nous, de l'autre côté, on ne le voit pas. Là, je suis venu le voir et je suis très content de ce que je vois aujourd'hui et que je peux témoigner lorsque les conteneurs arriveront sur le territoire et que les associations locales mettront ça à disposition des gens de Mayotte. Je peux témoigner du travail qui est fait ici en métropole et que je me sens aujourd'hui, je dis, au moins nous on est à Mayotte, mais nos concitoyens qui sont en métropole pensent aussi à nous. Alors, Monsieur Atoumani, vous arrivez de Mayotte. Quelle est la situation sur place aujourd'hui pour les sinistrés? Est-ce qu'il y a plus d'eau? Est-ce que l'électricité revient? Est-ce que le téléphone revient? Comment ça se passe sur place? Pour vous dire, moi j'ai 45 ans. Le premier cyclone qui passait à Mayotte, c'était en 84. Ça, ce qu'ils appellent le Kamissi. L'autre cyclone, apparemment, c'était en 1934. Et en 1984, j'avais que 4 ans. Donc, 40 ans plus tard, on a eu ce cyclone que même les gens qui ont vécu les autres cyclones, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vécu ce genre de phénomène. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Mayotte est dévastée. Certes, les maisons en dur ont su résister, mais on est tous impactés moralement. Même moi-même, j'ai vécu les deux phénomènes. Un mois après, on a l'autre tempête, je ne sais pas comment on va appeler ça, qu'elle est dit. Ça aussi, ça nous a impacté parce qu'on avait comme l'impression que le deuxième est venu achever le travail qui a été fait par le premier. Donc nous, à Mayotte, on est tous vraiment impactés, que ce soit moralement. Nous ne parlons même pas ceux qui ont perdu leur toit et ceux qui ont perdu leurs biens et tout ça. Donc, on est aujourd'hui restés et que
ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui par rapport à ce qui se fait là-bas, la distribution alimentaire pour essayer de régler l'urgence n'est pas assez suffisant. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de ça. Il y a des personnes encore qui manquent d'eau, qui manquent de nourriture, Voilà. qui manquent de produits alimentaires. Exactement. Par exemple, quand on parle de tout ce qui est communication, tout le nord de Mayotte où l'œil de cyclone est passé, pour l'instant, ils n'ont pas encore suffisamment d'eau. Pour l'instant, ils n'ont pas encore tout ce qui est communication, le réseau téléphonique et tout ça. Et ils n'ont pas encore l'électricité en totalité. Par contre, tout ce qui est centre-sud, tout ça, l'électricité est presque, on va dire, à 80-90%. Les gens ont déjà l'électricité. Et que imaginez, quand tu as l'habitude de vivre au téléphone, quand tu as l'habitude de vivre l'eau, l'électricité et tout ça, et que pendant 2 semaines, tu ne peux pas appeler, tu ne peux pas avoir de l'eau pour se doucher, tu ne peux pas regarder la télé, tu ne peux rien faire. Et on a vécu franchement 2 semaines très compliquées et que malheureusement, il y a nos concitoyens qui sont dans le nord, sont encore dans un état auquel ils attendent le rétablissement, par exemple, des réseaux téléphoniques, des réseaux électriques et ainsi de suite. Voilà. Beaucoup de bâtiments administratifs aussi ont été détruits et ça peut compliquer aussi les choses pour venir en aide aux sinistrés. Je vais commencer d'abord pour vous dire la rentrée scolaire qui devait se faire le 13 janvier est repoussée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Mayotte? Toutes les écoles, à peu près on va dire à 70% des écoles ont été impactées par le cyclone Chido et que le problème au jour d'aujourd'hui, ces écoles-là servent d'hébergement d'urgence et que les gens qui sont dans ces hébergements d'urgence n'ont pas de toit et que c'est difficile de les enlever de là et qu'on doit reprendre les écoles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte. La population revendique les écoles pour que nos enfants retournent à l'école. Mais le problème au jour d'aujourd'hui, c'est quoi aussi? C'est de faire en sorte que l'État fasse en sorte de faire en sorte que les écoles soient rétablies et que nos enfants retournent à l'école. La question d'envoyer les enfants ailleurs n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Il faudrait accélérer la construction des écoles à Mayotte pour permettre que nos enfants se scolarisent à Mayotte. Parce que quand tu as des retards et que tu vas trouver des gens qui sont déjà dans le train pour aller dans les examens, ça sera très compliqué pour ces enfants d'être dépaysés ailleurs. Et que pour moi, il est nécessaire de tout faire pour ne serait-ce que rénover nos écoles pour que les enfants retournent à l'école. L'autre sujet aussi, toutes les administrations. Ça, je voulais parler en deuxième position. Nous, au département, même le président n'a pas de bureau. Le président n'a pas de bureau, le maire de Mamoudzou n'a pas de bureau. Il y a toutes les administrations. Nous, par exemple, au département, les agents n'ont pas de bureau. On a perdu nos bâtiments à 90%. Donc ça aussi, c'est une situation. Mais pour nous, ça c'est au second plan. Mais l'urgence aujourd'hui, ce sont les écoles. Parce qu'on a besoin des enfants qui sont scolarisés pour l'avenir de demain. Merci, M. Atoumani Sedou. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental, vous êtes de passage à Paris et vous venez aussi constater l'élan de solidarité en faveur des Mahorais. Je profite pour saluer mon équipe. Je voulais terminer par un sujet, dire que le président du département salue beaucoup cette initiative. Il voulait venir ici aujourd'hui, mais il est contraint sur d'autres réunions mais il est avec nous aujourd'hui et je le représente pleinement sur cette initiative. Merci. Merci beaucoup. Je salue nos équipes de Kwesi TV avec qui nous travaillons, qui est aussi Kwesi qui a subi d'énormes dégâts. J'espère que très très bientôt cette télévision pourra remettre sur Mayotte. À bientôt. Avec moi, Faridi Atoumane, qui est délégué de Mayotte à Paris, alors qui, je suppose, a été très touché par ces dégâts causés par ce cyclone et qui participe aussi ici à Paris, qui essaie de mettre, tous les Mahorais essaient de mettre leur effort pour venir en aide à leurs compatriotes. C'est un petit peu le cas ici à la Bourse de Paris. Oui, bonjour. Effectivement, c'est d'abord dire que c'est même pas un cyclone, c'est 2 cyclones. Parce que le premier est passé avec l'état de la situation que nous connaissons, la catastrophe, puisque ça a été une dévastation du territoire. Et un territoire est épargné, c'était plutôt le sud. Et Dikeledi est arrivé, donc la deuxième dépression qui est passée, qui cette fois-ci n'a pas ramené des vents aussi violents, mais a ramené beaucoup de pluie. Et donc toute cette partie de l'île qui avait été épargnée, aujourd'hui, les gens ont tout perdu.
Donc là, effectivement, le début d'année, la fin d'année de Mayotte jusqu'au début d'année, c'est vraiment une catastrophe. Donc effectivement, à la demande de cette ONG Outre-mer Solidaire Catastrophe, nous sommes là en tant que Mahorais déjà de base, et puis surtout en tant que délégué de Mayotte. Ça, c'est ma mission, de représenter le territoire ici et d'être rassembleur. Donc là, on a cette chance aujourd'hui d'avoir cette formidable mobilisation des personnes suite à l'appel de Outre-mer Solidaire Catastrophe qui nous a sollicité. Nous sommes là effectivement pour participer à l'effort commun parce que nous savons que nos compatriotes là-bas sont en souffrance. À l'heure où on se parle, les denrées alimentaires ne parviennent pas à tout le monde. L'eau ne parvient pas à tout le monde. Or, nous avons des personnes très vulnérables sur le territoire qui ont absolument besoin que ces aides arrivent rapidement là-bas. Puis il faut dire que d'ici le mois de mars, début mars, c'est une période spéciale pour nous, Mahorais, c'est le Ramadan. Et cette période nécessite effectivement que les gens puissent accéder aux moyens, aux besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, boire. Et voilà, donc nous sommes là effectivement pour amplifier cet effort et souligner le fait que globalement, c'est tout l'Hexagone, les Outre-mer, voire l'international, qui a été très touché par ce qui s'est passé à Mayotte, qui se mobilise ici. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que des Mahorais, il y a nos frères antillais, il y a nos frères de métropole qui sont là également pour nous aider. Et donc comme vous voyez, le hangar était plein. Là, nous avons réussi au fur et à mesure à mettre les produits dans les cartons parce qu'il y a des conditionnements nécessaires avant de pouvoir les expédier dans un conteneur et pouvoir partir vers l'affrètement. Donc nous sommes là aujourd'hui réunis vraiment pour multiplier nos efforts pour aider notre population qui est en souffrance. Évidemment, on n'a pas trop parlé dans les interviews des actions du gouvernement. Avez-vous l'impression que le gouvernement a pris la dimension des dégâts causés par ce cyclone à Mayotte en intervenant en menant différentes actions? Est-ce que véritablement les actions qui ont été prises, est-ce qu'elles sont dynamiques? Est-ce qu'il fallait faire plus? Quel est votre avis? Alors, mon sentiment est que Mayotte, depuis le dernier cyclone qui était passé dans les années 80, on n'avait jamais connu un phénomène comme ça. Donc ça fait plus de 40 ans que nous n'avions pas vécu. Nous savions régulièrement, dans la période des tempêtes et de cyclones, on nous signalait que des vents forts allaient arriver, mais jamais on s'est rendu compte qu'un tel phénomène allait arriver. Donc je dirais quelque part que autant les services de l'État que les services de la collectivité, mais également la population, personne n'y croyait. Et pourtant, c'est arrivé. Donc, pour répondre clairement à votre question, effectivement, dès les premiers jours, l'État a mis les moyens. On peut considérer quand même que l'acheminement qui s'est fait, en tout cas le fret aérien qui s'est organisé entre l'île de la Réunion et Mayotte, c'était une belle initiative. Et ça a été quelque part un premier bouée de secours pour ces populations qui étaient totalement dévastées et sinistrées. Maintenant vient le temps encore, on règle les urgences. Mais quelque part, on voit que le ministre Manuel Valls est conscient des enjeux. Il a été sur place, il a vu l'urgence en ce moment. Donc c'est non seulement mettre en place les dispositifs réglementaires à travers la loi d'urgence qui va permettre d'apporter les initiatives nécessaires pour rebâtir Mayotte, parce que beaucoup parlent de reconstruction. Moi, je pense qu'il faut bâtir Mayotte, puisque qu'on le veuille ou pas, ce cyclone aujourd'hui, c'est un révélateur. Il amplifie les sujets qui étaient laissés quelque part en jachère ou en souffrance depuis quelques années. Il faut quand même le rappeler que depuis pratiquement 12 ans, Mayotte connaît des crises cycliques, certaines plus fortes que d'autres. Mais là, je pense que l'État a pris conscience de la situation localement. Il y a une dynamique qui est enclenchée. J'en veux pour preuve qu'au départ, la loi qui était destinée à accompagner justement le poste Chilo avait été fait à la hâte. Les élus sont montés au créneau pour dire attention, ne refaisons pas comme nous avons fait depuis quelques années. Associez-nous dans vos démarches. Vous verrez que nous avons aussi des choses à dire. Nous avons également de l'expertise et de l'ingénierie sur place. Associez-nous parce que effectivement, c'est nous qui sommes les bénéficiaires, les destinataires de cet accompagnement public. Donc vous ne pouvez pas venir faire des choses
sans consulter les acteurs locaux. Et je pense que le ministre d'État Manuel Valls a pris conscience de cette situation et il a pris l'engagement, effectivement, quelles que soient les décisions ou les initiatives qui seront prises dans les prochains jours, les élus mahorais seront associés dans la démarche. C'est important. Merci Faridi Toumane. Et c'est vrai que je crois que le gouvernement a pris conscience, puisque budget voté ou pas, il est question d'enveloppe spéciale pour Mayotte, il faut le dire. Merci de nous avoir parlé de Mayotte et de cette solidarité, de ce mouvement de solidarité qui est en marche ici à Paris, mais peut-être aussi dans différentes villes. Vous avez des échos? Absolument. Nous, en ce moment, nous avons mis en place un tableau de bord qui nous permet de situer l'ensemble des points de collecte sur l'ensemble de l'Hexagone. Nous travaillons avec la Fondation de France sous l'égide de la Fédération des associations mahoraises de métropole. D'ailleurs, le président est ici avec nous. Et d'ici, dans les prochains jours à venir, nous avons sans doute la possibilité de pouvoir envoyer plus de 50 conteneurs à Mayotte, pareil, qui viennent de ces dons. Et c'est une partie, quelque part, la mission qui est remplie, mais elle ne sera complètement remplie que quand les gens auront l'occasion de réceptionner les produits. À ce moment-là, on dira on a fait le travail. Sidi Maliki, le président a dit qu'on pourrait reconstruire Mayotte dans 2 ans, mais quelle reconstruction, reconstruire comment? Et parce que c'est important de tenir compte de ce territoire, des spécificités de ces territoires d'outre-mer. Il ne faudra pas reconstruire n'importe comment, en quelque sorte. Alors oui, en effet, tout à fait. Donc si je regarde le plan de reconstruction du Premier ministre qui a livré, ce plan, il y a 2 touches. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses dans ce plan. Mais la plupart des mesures qui ont été prises, c'est des mesures qui ont été déjà cofinancées. Donc ce plan, pour moi, j'appelle des mesures de recyclage. Je prends l'exemple, par exemple, de l'eau. L'histoire de l'eau de Mayotte n'est pas venue après le cyclone Chido. Il y a longtemps que Mayotte subissait une pénurie d'eau en 2023. Donc aujourd'hui, quand je prends l'exemple de l'usine de dessalement à Mayotte, qui est à Petite Terre, cette usine de dessalement se trouve à Petite Terre, produisent, quand elle est à sa bonne forme, quand elle fonctionne normalement, produisent 6 000 mètres cubes d'eau sur 40 000 mètres cubes d'eau nécessaires. Voyez-vous? Donc quand on me dit que 100% de la population est raccordée à l'eau, alors qu'en temps normal, avant Chido, ce n'était pas le cas, donc voilà. Et l'usine de dessalement a été déjà cofinancée. Donc où sont passés tous ces financements? Donc aujourd'hui, quand on parle de ces... Ou bien par exemple la question de reconstruction des habitations, par exemple à Mayotte. Dans le plan de reconstruction du Premier ministre, il est entendu qu'on va construire Mayotte, reconstruire Mayotte. On ne parle pas de reconstruire, de construction là. Donc on va construire Mayotte tout en laissant une marge de modification de la construction du bâti de 5%, mais sur le bâtiment d'utilité publique. Donc les habitations à titre privé, particulier, qu'est-ce qu'on en fait? Donc nous, en tant que l'ONG humanitaire, nous appelons le gouvernement à vraiment voir les choses, parce que Mayotte, c'est un territoire où il y a des spécificités. On ne peut pas construire Mayotte à l'identique, parce qu'à chaque fois qu'on essaie de gérer les problématiques de Mayotte, on les gère avec pincette, de façon épisodique, qui en soi, sont des investissements précaires. Donc, assez de ces investissements précaires, et comme on dit à Maoré, des investissements maniénés. Donc, on veut des investissements durables qui respectent des normes antisismiques et anticycloniques. Et nous, au sein de l'ONG humanitaire Solidarité Catastrophe, on a donc mis en place un groupe de réflexion qui se traduit par un comité de pilotage, de suivi et de réflexion, qu'on va parler justement, qu'on va remonter au gouvernement. On a nos experts qui ont travaillé, qui ont une longue expérience en matière de catastrophes naturelles. Je prends l'exemple des Antilles, parce que vous savez que les Outre-mer, ils ont payé le plus lourd tribut en matière de catastrophes naturelles en France. Si je cite par exemple l'éruption de la montagne Pelée à Martinique, qui a fait 30 000 morts et a détruit la ville de Saint-Pierre. Si je parle par exemple de Inès en 1966, Hugo en 1989, pour ne citer que c'est plus violent, ou Irma,
qui a paralysé l'économie de Saint-Barthélemy et Saint-Martin pendant 3 ans avec des vents de plus de 300 km/h. Donc nous appelons à ce que le gouvernement nous associe à ce projet d'élaboration de loi spéciale pour Mayotte, mais au niveau aussi de tous les Outre-mer, parce que nous sommes 11 territoires ultramarins sur 12, qui, dans ces 11 territoires, nous avons tous des spécificités différentes, et ces 11 territoires, c'est des territoires qui sont tous fragiles. Donc il ne nous faut pas des plans hors sec qui vient de tout part, qu'on va le transposer comme des papiers peints à Mayotte. Non, Mayotte est un territoire qui a ses spécificités, qui est dans une zone sismique. Le volcan, il est toujours là, il est en sommeil. Il y a 4 ans de ça, il y a eu des tremblements de terre qui a duré plus de 2 ans avec des sous-marins. Voilà, Echter, qui aujourd'hui, voilà, il y a une petite île qui sort du côté de Petite Terre. Donc, on a des fragilités. Donc, qu'on construise Mayotte, ok, mais en tenant compte avec des mécanismes solides face aux menaces cycloniques et systémiques. Merci Ti Maliki de nous avoir parlé justement de cette opération de Mayotte, de la reconstruction. Et puis nous sommes évidemment avec Mayotte parce que quand on vous entend parler, il y a encore beaucoup de souffrance sur le terrain. Et c'est aussi aux médias aussi de parler, de continuer à parler de Mayotte pour venir en aide justement à ce département complètement dévasté. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.